Bonjour à tous, chers actionnaires, bienvenue au webinaire de présentation de la nouvelle étape franchie par Afiren, c'est-à-dire la production en continu de sa première usine Afiren Neoxy. La présentation sera assurée par Nicolas Sordet, directeur général et cofondateur, Maxime Cordonnier, directeur financier, et Caroline Pettini, directrice de la communication et de la responsabilité sociale et environnementale. Sans plus d'ajouts, je passe la parole à l'équipe Afiren. Chère équipe Afiren, c'est à vous. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de vous être connectés suite à l'annonce de cette belle nouvelle, de cette belle étape franchie. Donc la production en continu de notre belle usine Afiren Neoxy. Ça nous permettra de vous réexpliquer un petit peu quelle est cette étape et puis ce que ça implique sur la suite et le déroulement de notre histoire. J'aimerais juste quand même, parce que c'est un moment important, revenir sur notre historique en 4 étapes. Je pense qu'on prend un petit peu plus de mesure aujourd'hui de tout le travail qui a été accompli après cette annonce. On a démarré en 2012 dans un labo à éprouver notre idée à une échelle de R&D et passer ensuite sur les étapes du pilote. 2018, c'était le début de la concrétisation industrielle avec la préparation de l'usine, le financement adéquat qui nous a permis de construire pendant, je le rappelle, une période assez mouvementée de Covid. Et puis ensuite, après 2002, la prise en main de cet outil industriel, la mise à l'échelle de cette technologie, une période qui a duré un temps important et qui nous a permis de prendre en main, d'améliorer, de comprendre, de débugger et puis de faire face à beaucoup d'imprévus et qui nous ont amené en fait à cette étape aujourd'hui, toutes ces avancées qui est le démarrage en continu de notre usine en 2025. Afiren, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est déjà une base solide. C'est une vraie première mondiale. En fait, démarrer une usine comme celle-ci, il faut se le dire, il n'y en a pas beaucoup et même ça n'existe pas. On est les seuls aujourd'hui acteurs sur cette thématique et que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, il n'y a pas d'équivalent et pas de concurrent. Afiren, c'est aussi historiquement et dans notre ADN une maîtrise de notre cash burn qui est importante, qui est maîtrisée et avec des perspectives financières réaffirmées qui sont solides et qui permettent d'avoir un business model viable, finalement un business model sustainable, c'est un terme qui nous est très cher dans l'approche et dans l'image de marque de nos produits également. Et puis, c'est aussi un appétit confirmé et une confiance de nos clients qui a été renouvelée durant ces années de mise au point, puisque nos clients sont toujours là avec des contrats signés et ils continuent de nous accompagner. Et puis demain, c'est des perspectives complètement renforcées suite à cette annonce et tous ces progrès, avec une montée en charge. On va s'atteler à faire progresser l'usine, l'améliorer, la fiabiliser. Donc ça, c'est un point majeur, c'est notre objectif principal à terme, de la faire monter en capacité. Et puis, c'est se servir de toute cette période, de toute cette expérience pour ensuite déployer avec parcimonie, mais aussi avec rigueur, nos usines d'après pour capitaliser au maximum sur tout ce qu'on a pu apprendre pendant ces années, et puis de travailler aussi sur nos financements et tout en minimisant notre cash burn, qui est un point aussi important d'une société en croissance comme la nôtre. Et puis, l'autre point, c'est de continuer à travailler sur notre pipeline de clients pour nous permettre aussi d'avoir, comme ça a été le cas pour Afiren Neoxy, d'avoir des contrats qui seront la base du lancement de ces usines suivantes. J'aimerais juste rappeler aussi que ces 24 derniers mois ont été 24 mois très intenses, avec des hauts et des bas, avec finalement des progrès constants, réguliers, mais aussi avec des périodes difficiles, avec des challenges à relever, inattendus, souvent. Et aujourd'hui, on arrive, après ces 24 mois, dans cette phase-là, on est en train de basculer. On a pu prendre en main
notre outil industriel, on a pu l'améliorer, on a pu le maîtriser et pour passer cette étape. Et donc, on rentre maintenant dans cette nouvelle phase, qui est une phase industrielle vraiment de ramp-up et d'augmentation de la capacité de l'usine et donc de la production et de nos volumes de production, avec un objectif, servir nos clients et nous projeter vers la suite. Voilà, donc c'est une nouvelle étape assez excitante, qui est aussi un petit peu de continuité. On sait qu'on va avoir encore des challenges à relever et du travail, mais je pense que voilà, on est parti maintenant pour écrire un nouveau chapitre d'Afiren et de notre développement. Je vous propose maintenant, au-delà un petit peu des mots, de regarder en images un petit film qui a été tourné dans le cadre de notre partenariat européen qui s'appelle After Biochem, avec une douzaine de partenaires et qui a été un des éléments fondateurs de la construction et du démarrage de cette usine. After Biochem project aims to offer solutions for responsible development based on a better balance between needs and resources. We are determined to turn the challenges faced by the chemical industry into an opportunity with bio-based products to replace fossil-based molecules. Because, yes, today there is a high market demand for bio-based alternatives. Afiren's innovative and biometric fermentation technology valorizes local biomass from non-food agricultural co-products, replacing fossil-based ingredients usually used in numerous product formulations. Our unique biorefinery, Afiren Neoxy, produces a family of 7 bio-based carboxylic acids. It's a completely circular model where water is reused, and the only byproduct is a fertilizer which can be used in biological agriculture. Afiren's bio-based, low-carbon, and sustainable solutions can help manufacturers reduce their environmental impact with a simple and instantaneous drop-in of fossil-based acids without compromising product performance. These products have numerous applications in a wide variety of strategic sectors. Human nutrition, animal nutrition, flavors and fragrances, life sciences, lubricants and technical fluids, and material sciences. These solutions offer many benefits for manufacturers. Afiren enables low-carbon, circular, and regenerative industry by providing bio-based solutions built with our partners to benefit the environment. Maxime, je te laisse continuer. Ouais. Vidéo en anglais, puisque c'est un projet européen, mais on avait pris le soin de mettre les sous-titres pour ceux qui préféraient la version française. Effectivement, c'est un partenariat, c'est un consortium qui nous a accompagnés pendant 4 ans, pendant toute cette phase de construction et de démarrage d'Afiren Neoxy. Et donc là, on est dans cette phase de conclusion avec l'ensemble des partenaires du consortium qui va se conclure dans les prochaines semaines. C'est aussi pareil, une avancée très importante. Alors, peut-être en rappel en quelques éléments sur le marché que l'on adresse. Donc là, vous l'avez vu dans la vidéo sur les différentes applications. On parle d'un marché qui actuellement est estimé à plus de 15 milliards de dollars, donc qui est fourni quasi exclusivement aujourd'hui par la pétrochimie. Et donc, nous, on arrive avec cette proposition qui est naturelle, bas carbone, biosourcée et compétitive pour proposer exactement ces mêmes molécules. Et donc, ça, c'est un enjeu qui est extrêmement fort pour nos clients. C'est-à-dire qu'on répond à leur cahier des charges traditionnel des molécules, sauf qu'on le fait avec un carbone renouvelable à l'intérieur. Et donc, c'est un point qui est extrêmement fort pour être capable d'adresser leurs problématiques. Avec un portefeuille de 7 molécules qui adressent chacune plusieurs applications. Donc, on a finalement une capacité à adresser ce marché de manière assez diversifiée qui est aussi très intéressant dans la gestion de nos risques
en termes notamment d'application. C'est grâce notamment à cette offre différenciée et compétitive qu'on a pu sécuriser massivement la commercialisation de cette première usine. Donc, pour rappel, on a signé plus de 165 millions d'euros commandes via des contrats signés. On ne parle pas de lettre d'intérêt, là, on parle vraiment de contrats signés engageants pour nos clients. Certains sont sous forme de take-or-pay, donc des contrats très engageants pour nos clients, qui ont des maturités qui sont plus ou moins longues. On a une grande majorité des contrats, finalement, de ce volume qui concerne des contrats de plus de 5 ans, donc qui montrent aussi un engagement dans la durée de nos clients pour être capable de les livrer. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment une visibilité pour adresser ces marchés et nos clients. On continue, évidemment, d'adresser des futurs contrats, mais on a toujours déjà cette base solide de manière très conséquente. L'autre point qui est très important, notamment dans le cas d'un démarrage d'une première usine, c'est être capable de répondre aux exigences de qualité et de certification de nos clients. C'est un processus qui peut parfois être long et qu'il faut être capable d'anticiper. Et donc, on a été capable de l'anticiper, notamment avec cette phase de démarrage. Dans les 2 dernières années, on a été capable d'envoyer un certain nombre de lots et d'échantillons à nos clients pour être capable de démarrer et d'anticiper toute cette phase de qualification et qui avance positivement, puisqu'on a déjà un certain nombre de produits, de couples produits clients qui sont qualifiés et donc qui nous permet de démarrer déjà, c'est d'être capable d'être en capacité déjà d'expédier de la commercialisation. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important dans la capacité à gérer ce ramp-up, de ne pas être bloqué dans cette commercialisation malgré les contrats signés. Peut-être aussi pour rappel sur le panorama de la concurrence en 2 slides. Le premier, c'est effectivement qu'on essaie de regarder cet écosystème des startups industrielles de la chimie verte. On est peu, voire on est unique à avoir été capable d'atteindre vraiment cette maturité avec une première usine qui a été financée, construite, livrée, démarrée en production continue. On a vu malheureusement effectivement des histoires compliquées ces derniers temps. On voit que nos comparables aujourd'hui sont dans des stades de maturité moindres, qui sont souvent avec des usines en phase de construction dans les meilleurs des cas, et malgré des capitaux financiers bien plus conséquents que les nôtres. Donc de cela, nous, on se garde surtout le fait qu'on a toujours essayé d'éviter certains écueils qui sont parfois complexes, mais qu'on a réussi à traiter jusque-là, qui a été d'être capable de livrer cette usine dans les coûts prévus, de l'avoir prévendue. Ça, c'était très important, de l'avoir aussi préfinancé, d'avoir été capable de développer cette technologie de manière compétitive par rapport à la pétrochimie, sans nécessairement avoir besoin de vendre avec ce qu'on peut appeler un premium bio. Bien sûr, on va essayer de vendre au meilleur prix, mais on a une capacité à être rentable à prix compétitif. Voilà, c'est tous ces enjeux-là qu'on a essayé de travailler pour éviter les différents écueils et d'arriver au stade de maturité auquel on est aujourd'hui. Plus spécialement dans ce marché des acides organiques, sur l'offre bio, aujourd'hui, on est clairement seul. Notre vraie compétition, aujourd'hui, elle est pétrochimique. 99% du marché, c'est la pétrochimie. Et donc, c'est avec des acteurs conséquents tels que BASF, Dow, Perstorp ou d'autres. Avec un point intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en pétrochimie, il faut une usine pour fabriquer une molécule. Et donc, aucun de ces acteurs n'a un portefeuille de cette molécule comme nous. Et donc, on a cette capacité en fait, de gérer la concurrence, puisque selon la cible que l'on regarde, on n'a jamais la même concurrence en face de nous. Et on a aussi cette capacité d'offrir une synergie commerciale à nos clients. C'est ce qu'on voyait dans le slide de marché, puisque c'est une application qui peut utiliser plusieurs de nos acides. Et donc, on peut finalement avoir des clients qui sont intéressés par plusieurs de nos acides. Sur la partie biosourcée, aujourd'hui, on identifie peu de concurrence directe. Les rares concurrences qu'on identifie restent aujourd'hui à échelle R&D pilote. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas à ce stade encore passer à échelle industrielle. Probablement dû peut-être à un manque de compétitivité économique de la technologie, là où nous, on a été capable effectivement de passer ce stade industriel grâce à la compétitivité de la technologie qu'on a développée. Donc, ce qui nous donne plusieurs années d'avance aujourd'hui. Caroline, je te laisse. Alors tout ça, évidemment, ça se fait aussi grâce à nos partenaires sur la chaîne de valeur, que ce soit nos fournisseurs de matières premières actuelles et à venir, nos clients et des partenaires globalement, plus largement sur l'ensemble de l'écosystème pour construire cette chaîne de valeur de la bioéconomie en Europe. Un partenaire majeur pour nous, évidemment, c'est notre fournisseur de matières premières Südzucker, de coproduits de betterave à sucre.
on a célébré nos 5 années on est en train de célébrer nos 5 années de partenariat avec eux et on a communiqué début mai donc ce renouvellement de partenariat et l'intention de continuer à travailler ensemble et d'analyser de nouvelles opportunités de collaboration stratégique avec eux parce que ces matières premières renouvelables, c'est évidemment le cœur de notre business model. Et d'ailleurs, donc pour revenir juste sur les partenariats, juste je reviens sur le projet After Biochem qu'on a cité tout à l'heure avec la petite vidéo. Voilà, on est en train de clôturer, de terminer avec succès ce projet européen, qui est un des rares projets européens qui arrive à un tel niveau d'aboutissement, la construction d'une bioraffinerie et son démarrage en termes de production. C'est un vrai beau succès au niveau européen. Et évidemment, tout cela, tous les progrès qu'on fait au niveau opérationnel et production, ça ne nous empêche pas de garder le cap sur notre feuille de route ESG. Les derniers faits marquants très récents, c'est l'obtention du diagnostic Responsible Care confirmé. Donc, vous en avez déjà entendu parler. Le Responsible Care, c'est la démarche RSE globale mondiale de l'industrie chimique. Donc, c'est un référentiel que tous les plus grands leaders de l'industrie chimique utilisent. Donc, on est très fiers d'avoir obtenu ce diagnostic confirmé qui est valable plusieurs années. Et bon, après, évidemment, les autres news, vous les connaissez déjà parce qu'on les avait déjà partagées, mais on a aussi publié donc, au mois de mai notre deuxième rapport de durabilité avec, encore une fois, une version donc, dans le but d'être dans la compliance ou en tout cas les guidelines du reporting européen CSRD. Et donc, ce deuxième rapport est une version encore plus complète et transparente que la version de l'année dernière. Si on essaie de se projeter maintenant dans la suite et pour voir finalement les prochaines étapes qui s'offrent devant nous, grâce à ce statut de production continue, nous sommes maintenant en capacité de produire en centaines de tonnes par mois. Donc, c'est ainsi le début de notre phase de ramp-up qui aura pour but de nous amener jusqu'à la pleine capacité de cette usine, qui a un équivalent à plus de 1000 tonnes par mois, 16 000 tonnes par an. Nous avions évoqué au moment de l'introduction en bourse une phase de ramp-up de l'ordre de 2 ans. Aujourd'hui, il nous paraît prématuré de donner un objectif plus précis d'atteinte de la pleine capacité. Et donc, notre premier objectif, déjà intermédiaire, sera, grâce à ces centaines de tonnes mensuelles, d'avoir un chiffre d'affaires à 7 chiffres au deuxième semestre 2025. Puis, de viser l'atteinte du point mort, donc du break-even EBITDA de cette usine, d'Affiren Neoxy, quelques trimestres après ce démarrage en continu. Donc ça, ce sont effectivement les premiers objectifs que l'on se fixe. Donc, l'enjeu de ces mois à venir, pendant cette phase de ramp-up, va être ce qu'on appelle de dégoulotter l'usine, c'est-à-dire de lever les différents goulots de production identifiés pour monter en cadence jusqu'à cette pleine capacité. Donc, certains de ces goulots seront résolus simplement par de l'ajustement de conditions opératoires, d'autres par de l'ajustement de CAPEX. Pas nécessairement conséquent, mais permettant d'améliorer la performance jusqu'à 120% de la capacité initiale. Et donc, c'est finalement ça l'objectif dans cette phase. Ça va être d'aller chercher un complément de capacité de production et donc de rentabilité de cette première usine en déployant des CAPEX additionnels de dégoulottage dès lors qu'ils nous permettent en même temps d'aller chercher ce surplus de performance. Donc, le but, c'est vraiment de déployer cette valeur additionnelle sur cette usine. Donc, c'est une phase sur laquelle nous travaillons maintenant activement dans cette phase de ramp-up. Et puis, si on se projette un peu pour la suite, les scénarios restent identifiés. On a une feuille de route qui est là. Donc, Maxime vient de le dire. L'idée principale maintenant, c'est de s'atteler au ramp-up de cette usine et à son amélioration de performance, qu'elle soit industrielle ou financière, avec ce dégoulottage notamment et cette maîtrise de notre procédé. Et ensuite, 2 projets importants identifiés. Le premier, c'est évidemment de doubler cette capacité un petit peu plus, puisqu'on parle d'extension de 24 000 tonnes sur le site de Carlin. La logique, elle est simple. Les équipes sont là. Notre écosystème est là. On a une dynamique de prix positive. On connaît nos clients. Et puis ensuite, un autre projet qui est voilà, toujours d'actualité. C'est le projet thaïlandais. Et là, cette fois-ci, avec un partenaire qui est solide, dans une logique d'amélioration des coûts, puisqu'on a des synergies industrielles fortes qu'on pourra valoriser.
une électricité verte qui vient renforcer un peu notre différenciation et notre empreinte carbone, et puis aller chercher d'autres clients dans une autre zone géographique de la planète, finalement avec comme objectif, et qui n'est encore plus d'actualité que jamais suite à cette annonce, c'est de rester et d'être vraiment cet acteur industriel à l'échelle mondiale, ce leader mondial sur la production de ces acides organiques biosourcés, avec cette première usine qu'on va valoriser au mieux pour séquencer au fur et à mesure notre développement avec de nouvelles unités, et puis conquérir donc des marchés plus globaux et plus mondiaux, et rester donc le numéro 1 de notre secteur. Merci. Voilà, on est évidemment ravis de pouvoir partager cette nouvelle avec vous. Et puis, s'il y a des questions, on serait ravis de pouvoir y répondre. Merci Caroline, merci Nicolas, merci Maxime. Donc nous ouvrons la session de questions-réponses. Nous vous rappelons, pour poser une question, il vous suffit de rédiger un message dans l'onglet questions qui sont en bas de votre écran à droite, et nous la relailerons. Donc j'ai une première question. Combien de temps faudra-t-il pour terminer l'optimisation de l'usine? Et peut-être dans le même ordre d'idées, est-ce que vous pouvez donner des précisions temporelles sur le ramp-up? Alors, c'est une bonne question. Maxime l'a mentionné précédemment en disant qu'initialement, le ramp-up était prévu sur une durée de 2 ans, qu'aujourd'hui, il était difficile pour nous de donner un chiffre très précis sur la rapidité de ce ramp-up-là. On a expliqué qu'on avait aussi comme objectif d'améliorer la performance de cette usine-là. Voilà, donc c'est un projet qu'on prévoit non seulement pour 2025, mais aussi pour 2026. Et avec une accélération de la production de centaines de tonnes en milliers de tonnes à l'horizon 2026. Merci Nicolas. Alors une question aux accents géopolitiques cette fois. Est-ce que votre société est sensible aux aléas de la politique de Donald Trump aux États-Unis? Alors, c'est une bonne question. Dans la réalité, pas vraiment, parce qu'on a une base de clients, on a beaucoup de clients européens. Et puis, parfois, ces produits peuvent être transformés avant d'atteindre le marché des États-Unis, et de toute façon, ne sont pas nécessairement concernés. En tout cas, on n'a pas, nous, d'impact au niveau business avéré par rapport à toute cette nouvelle stratégie américaine. Merci Nicolas. Alors, on a une question sur des sujets plus financiers, avec une demande pour donner des précisions sur les métriques, et notamment la trésorerie disponible, le cash burn mensuel, d'éventuels projets de fonds au cours des 24 prochains mois. Et on fait beaucoup de questions. Et une dernière question sur des précisions sur le break-even sur l'usine d'Afirène Neoxy en France. Maxime, je te laisse. Ouais, alors je vais essayer de toutes les faire. Donc, on a, en termes de cash burn, donc on a une position de trésor effectivement de 33 millions d'euros à la fin décembre. On a au niveau de la maison mère à Firène, qui porte l'ensemble des éléments de R&D et autres, une consommation d'un peu moins de 7 millions d'euros par an, stable et que l'on trouve assez maîtrisée au regard de nos comparables. Au niveau d'Afirène Neoxy, on voit qu'on a cette phase de ramp-up avec un objectif d'atteindre le break-even EBITDA dans quelques trimestres. Donc, dès lors que le break-even EBITDA sera atteint, la consommation de cash au niveau de l'usine sera réduite. Donc ça, aujourd'hui, c'est un petit peu ça les objectifs. On a cette ambition de rajouter donc un peu de CAPEX sur cette première usine. Et donc aujourd'hui, on est en train de voir les meilleures manières pour financer cette poche de CAPEX, qui n'est pas du tout du même montant que l'usine initiale, clairement. Et donc là-dessus, on réfléchit aux meilleurs moyens pour être capable de financer cette poche de CAPEX dans le respect des différentes parties prenantes, dont les actionnaires. Donc ça, c'est une discussion qui est en réflexion. Et donc, dans les autres questions que tu avais, j'ai répondu au cash burn. Donc aujourd'hui, je ne peux pas répondre sur cette question d'augmentation de capital dans les 24 mois. Ça fait partie des réflexions qui peuvent être dans les questions de financement de ces CAPEX. On travaille les différents scénarios pour avoir le meilleur financement là-dessus.
Voilà. Très bien, merci Maxime. Alors, il y avait une question. Une question, tu me dis. Non. Alors, il y avait peut-être une question effectivement sur le break-even sur l'usine française d'Afirène-Oxy. Je ne sais pas s'il est possible. Oui, le but, c'est de l'avoir effectivement, c'est d'atteindre cette capacité de production pour atteindre ce break-even EBITDA dans quelques trimestres. Et puis ensuite, de continuer ce ramp-up jusqu'à la pleine profitabilité de cette première usine. Donc ça, effectivement, c'est un objectif de point mort qui sera très important pour la preuve de concept de la viabilité économique de cette première usine. Alors, on a une question sur le partenariat en Thaïlande. Est-ce qu'il y aurait un calendrier approximatif pour la sortie de l'usine? Aujourd'hui, ce qu'on souhaite vraiment, alors déjà, je vais rappeler, il est toujours d'actualité. Hein. On a eu des discussions récentes avec nos partenaires. Voilà, donc ça reste un projet qu'on souhaite faire, mais voilà, c'est loin, et donc il faut qu'on soit un peu sûr de notre capacité à le déployer, à le gérer de la meilleure des façons. Là, je pense que l'expérience qu'on vient d'acquérir depuis 24 mois va fortement nous aider, mais on sait qu'on a encore un peu de travail pour pouvoir déployer sereinement un projet là-bas. Ça rejoint un petit peu finalement la question autour du ramp-up, qui est de se dire que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de prévoir les choses de façon très certaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de continuer à démarrer et à produire et à optimiser encore quelques sujets sur l'usine pour être capable de la déployer dans les meilleures conditions et d'avoir du coup un démarrage là-bas qui soit le plus smooth possible. Et puis après, on aura la question de savoir est-ce que le projet d'extension de capacité à Carlin ou le projet thaïlandais, lequel des deux sera le bon projet à faire en premier. Et pour le moment, il n'y a rien de déterminé. Alors, toujours une question orientée sur l'international. Est-ce qu'il est encore question d'une usine américaine? Alors ça, c'est un sujet qu'on travaille toujours, beaucoup moins, mais on a quand même des contacts qui sont toujours là avec des acteurs. Donc, on a un scénario. Aujourd'hui, ce n'est pas la priorité, puisqu'on voit qu'on a déjà 2 projets entre la France et la Thaïlande. Mais ça reste de toute façon une zone géographique qui est très importante pour nous, puisqu'on a potentiellement beaucoup de clients là-bas. Il y a beaucoup d'activités autour de tout ce qu'on peut faire. Je pense que la géopolitique montre le bienfait de notre modèle qui est de s'installer sur chaque zone géographique proche de nos matières premières, à la fois dans cette logique de baisse de l'empreinte, mais aussi pour servir un marché local. Je pense qu'aujourd'hui, ça a beaucoup de sens. Donc, dans ce cadre, d'avoir un jour une usine aux États-Unis a énormément de sens aussi. C'est un peu moins notre priorité à ce jour. Néanmoins. Alors, on a également une question sur la R&D. Est-ce que vous avez d'autres molécules en R&D aujourd'hui? On travaille sur pas mal de sujets. On a des sujets d'autres molécules, on a des sujets de diversification, on a des sujets sur l'amélioration aussi de notre fermentation. Aujourd'hui, j'aimerais quand même rappeler que c'est les 12 derniers mois particulièrement, on a vraiment focusé tous nos efforts sur le démarrage. L'équipe d'R&D a passé beaucoup de temps à aider, à soutenir l'usine, à résoudre des problèmes, à trouver des solutions aussi. Donc, on a vraiment essayé d'être 100% focus sur cet objectif. Donc forcément, ça a un petit peu pris le pas sur le développement d'autres molécules, mais on a quand même des choses dans les tuyaux qu'on continue d'avancer. Mais voilà, ce sera j'ai envie de dire, dans un deuxième temps. Là, l'objectif, c'est vraiment de pousser fort pour le ramp-up d'Afirène-Oxy. Merci Nicolas. Et alors, on a une question sur le taux de satisfaction des clients sur les produits qui ont déjà été livrés. Alors, déjà, il faut savoir simplement ce sujet de qualité, c'est un sujet qui est graduel, qu'on travaille depuis longtemps. Et on a toujours eu la validation de clients. Donc, globalement, on a et c'est aussi l'objet de ce démarrage continu, on est en capacité de produire nos molécules avec une qualité qui est nécessaire pour que nos clients puissent les utiliser et les vendre et les valoriser. Voilà, on a des choses qui nous permettront, des projets qui font partie un petit peu de l'optimisation de l'usine, qui nous permettront d'aller encore plus loin, d'être encore plus exigeants sur la qualité, mais aujourd'hui, ça nous permet de vendre et en ce sens, de prouver notre modèle.
Alors, on a une question juste encore sur vos molécules. Est-ce qu'elles pourraient répondre aux besoins de naturalité recherchés chez des gens de la cosmétique comme L'Oréal, par exemple? Est-ce que vous avez déjà Caroline, je te laisse. Oui, tout à fait. Effectivement, nos produits, et c'est l'enjeu, hein, c'est de continuer bien tout le travail de qualification pour répondre aux besoins spécifiques sur les marchés, que ce soit pour l'alimentation, la cosmétique ou les arômes et parfums, mais aussi les lubrifiants. Et tout à fait, ils seront bien conformes aux enjeux de naturalité pour les marchés, par exemple de la cosmétique. Ils sont d'ailleurs Cosmos et Cocert. Hein. Merci Caroline. Alors, est-ce que dans ce cadre-là, vous avez un soutien des autorités publiques? Est-ce que vous en cherchez un ou est-ce que ce n'est pas un axe qui est privilégié? Alors, on a bénéficié d'un certain nombre de soutiens des autorités publiques et on les en remercie là-dessus. Sur cette première usine, par exemple, on a pu bénéficier de cette subvention européenne qu'on évoque, c'est le BBI. Donc là, c'est une subvention européenne qui était très conséquente puisqu'on parle de 20 millions d'euros pour ces 12 partenaires du consortium, donc plus de 15 millions d'euros directement fléchés sur Affiren Neoxy. Donc c'était un soutien qui a été précieux pour permettre de construire cette usine. On a bénéficié et on est encore en train de bénéficier d'un soutien de l'État français dans le cadre d'une subvention pour nous accompagner dans cette phase de démarrage. Donc ça également, ça a été précieux. Donc on a des discussions qui sont courantes avec différents partenaires publics pour nous aider là-dessus. On a néanmoins eu toujours la logique qu'on a été finalement parmi un peu les premiers à défricher ce sujet de start-up industrielle. Et donc souvent, effectivement, des dispositifs ont été mis en place une fois que nous, on avait passé déjà le stade de maturité qui aurait pu le permettre. Mais néanmoins, on a toujours pu bénéficier d'un certain nombre de soutiens. Et c'est des discussions qu'on continue à avoir, que ce soit par exemple pour nous, sur les réflexions de déboulotage ou d'extension de prochaines usines, etc. On a toujours essayé, c'est ce qu'on a réussi à faire pour cette première usine, d'avoir finalement le meilleur mix de financement entre de l'apport en capital, de la dette et de la subvention. Et donc, c'est ce qu'on va continuer à essayer de faire. Merci Maxime. Alors, on a une question peut-être sur la concurrence. En quoi est-ce que les produits issus de la pétrochimie restent-ils attractifs comparés à ceux des produits par Affiren? Est-ce que l'avantage qu'il leur reste, c'est un moindre prix? Si j'apprends, même pas. Enfin, dans le sens où aujourd'hui, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont disponibles en grande quantité sur le marché avec un procédé de production qui a été éprouvé depuis plus de 40 ans. Finalement, aujourd'hui, il n'y a que la pétrochimie qui a permis de répondre à ce besoin en grande quantité de ce marché. Nous, aujourd'hui, on est la première proposition alternative naturelle, bas carbone, s'affranchissant du pétrole. Nous, maintenant, il va falloir qu'on soit capable de monter justement nos volumes de production pour qu'on devienne la véritable alternative à terme à la pétrochimie. Mais même en termes de prix, notre enjeu, c'est de pouvoir être compétitif. Alors, parfois, nous, on va essayer toujours de vendre au meilleur prix pour essayer de valoriser au mieux cette naturalité, ce bas carbone, ces valeurs ajoutées. Mais on est capable d'avoir une technologie compétitive avec la pétrochimie. Ça, c'est majeur. Merci Maxime. Pour revenir justement sur ces sujets industriels, on a une question sur le dégoulottage et un de nos auditeurs actionnaires, participants au webinaire, se demande où est ce goulot. Alors déjà, il y a la prise en main, ce qu'on disait, la prise en main de l'usine et notre capacité à pouvoir optimiser les paramètres de production. Ça reste, c'est pas un vrai goulot en soi, mais ça reste du travail d'amélioration continue pour aller atteindre cette production. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'on a certains équipements qui vont devoir avoir une petite amélioration. Je donne un exemple, une colonne de distillation peut être designée d'une certaine façon et on peut se rendre compte que finalement, pour aller un petit peu plus loin en capacité, on va devoir changer quelques éléments. Là, on est dans une logique de se dire, on va changer un matériau, une organisation intérieure de cette colonne pour optimiser son fonctionnement. On va essayer du coup d'aller, quitte à réinvestir, d'aller chercher cette capacité un petit peu supplémentaire dont on a parlé et que Maxime a évoqué, d'aller jusqu'à 120% et donc de fait transformer cette modification en opportunité qui nous permettra d'avoir une équation économique encore améliorée. Voilà, donc c'est des sujets qui sont plutôt des sujets d'équipement, sur des niveaux de production et
qui peuvent être un petit peu bloquantes ou qui peuvent ralentir un petit peu le flux de production. Et donc, il va falloir modifier pour aller chercher cette capacité. Alors, on a une question sur le lien entre la compétitivité du prix du pétrole et celle des produits Afiren. Bon. On a toujours suivi ça de près. Alors, il faut savoir qu'on a un peu de corrélation avec le prix du pétrole, puisque déjà, il y a en fait, c'est à double effet, c'est-à-dire que c'est lié au prix de l'énergie déjà, c'est lié j'allais dire, à l'environnement macroéconomique, hein, puisqu'on sait que souvent le prix du pétrole peut être lié à ça. Et puis surtout, on sait que on est aussi en capacité de pouvoir sortir de cette comparaison parce que au niveau pétrole, pour obtenir ces molécules, c'est vraiment la fin de chaîne de production. Donc, il y a des coûts fixes qui sont de toute façon incompressibles. Donc, on a une sorte de corrélation par rapport au prix de l'énergie notamment. Mais dans la réalité, on a une approche aussi qui est beaucoup plus segmentaire. Et finalement, notre matière première est très différente de celle du pétrole. Donc voilà, on a quand même une capacité à se différencier et pas être 100% lié à l'évolution du prix pétrole. Et en termes de marché, on met aussi en avant, par notre segmentation de marché, les clients avec lesquels on parle, la valeur qu'on apporte. On apporte une valeur qui est supérieure à celle d'un produit pétro-sourcé, puisqu'on amène cette naturalité et ce bas carbone. Et donc, on essaye de le valoriser dans les secteurs d'application qui sont les plus sensibles. Donc ça nous permet aussi de nous décorréler du prix du marché et donc du prix pétrole. Merci Nicolas. Alors, dans le même ordre d'idée sur les matières premières, on a une question sur la matière première qui serait utilisée par l'usine en Thaïlande. Ça, c'est la force de notre procédé, c'est qu'on est capable d'utiliser des matières premières différentes pour la fermentation. Alors, pas nécessairement sur le même site de production, puisque ça peut nécessiter des ajustements d'équipement. Mais par contre, sur une usine dédiée, on peut effectivement utiliser des matières premières qui sont différentes ou un peu différentes. Voilà, donc sur la Thaïlande, c'est tout ce qui est résidus de canne qui fonctionne très bien pour notre process. Alors, on a une question sur l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'usine, de vos usines. Est-ce qu'elle est verte? Est-ce qu'elle sera verte? Maxime, Caroline? Oui, alors l'enjeu, c'est qu'elle soit le plus verte possible. Donc, si je prends par exemple tous les scénarios qu'on a essayé de travailler à l'international, on en a refermé beaucoup parce qu'on n'avait pas d'énergie verte disponible. Dans le cas du projet thaïlandais, c'était l'un des éléments, c'était pour accéder à une énergie verte et compétitive, et ça, c'est un point majeur. On a une certaine consommation d'énergie, je ne dirais pas qu'on est énergie intensif, mais on a une vraie consommation d'énergie qui est là, donc c'est un paramètre important dans notre équation économique, d'avoir une énergie compétitive et aussi l'avoir verte. Dans le cas de la France, c'était aussi un point qui était important puisqu'elle est en grande partie nucléarisée, qui nous permet d'avoir effectivement une consommation carbone assez faible sur cette partie énergétique et tout en étant compétitive. Caroline, si tu peux peut-être faire un petit point, parce qu'il y a une tendance de marché qu'on voit très claire, c'est sur l'empreinte, donc la LCA, l'empreinte carbone, l'analyse de cycle de vie de nos produits. Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc effectivement, alors d'abord pour poursuivre sur le sujet énergétique, donc l'enjeu, ça va être vraiment d'optimiser au maximum notre consommation d'énergie, d'une part en choisissant des approvisionnements les plus verts possibles, mais surtout en consommant le moins possible. Donc l'atteinte de la pleine capacité de production nous permettra d'avoir une idée beaucoup plus fine encore de notre consommation d'énergie par tonne de produits fabriqués, même si on a déjà une estimation, et après de mettre en place des process d'amélioration. Bon, sachant qu'une usine designée dans les années 2000, c'est déjà bien optimisé. Mais on a aussi d'autres pistes d'amélioration en travaillant à l'échelle de la plateforme industrielle à Carlin-Saint-Avold. Il y a des projets collaboratifs qui sont pas mal poussés aussi par l'État pour conduire à des trajectoires de décarbonation. Et tout ça, effectivement, ce seront autant d'éléments qui nous permettront d'être dans une démarche d'amélioration continue de l'empreinte carbone de nos produits. Vous le savez, l'empreinte carbone de nos produits, on a déjà fait un premier calcul qui nous permet d'estimer qu'on sera au moins à un facteur 5 plus bas
par rapport aux produits pétrosourcés qu'on remplace. Évidemment, on doit refaire cette analyse avec les données complètement réelles à pleine capacité de production, mais on sait qu'on aura aussi encore un petit peu de marge de manœuvre pour améliorer. Ça, c'est un travail d'amélioration permanent. Donc, le sujet de l'énergie verte compte aussi beaucoup pour notre business model et notre capacité à vendre nos produits. Alors, on a une question sur vos développements commerciaux prospectifs. Est-ce que vous comptez, en partenariat avec vos clients, descendre dans l'aval de vos produits pour aller chercher une marge plus élevée? Ça fait partie des réflexions. On a parlé un petit peu de la R&D tout à l'heure. On a des sujets autour de nouvelles molécules, mais aussi de molécules dérivées. Là, l'idée, c'est d'avoir les bons partenaires, descendre un petit peu plus bas sans être en concurrence avec les clients avec lesquels on travaille déjà. Voilà, donc oui, ça fait partie des réflexions. Très bien. Alors, il y a un problème de corrosion sur une des cuves avait été évoqué. Est-ce que c'est définitivement réglé ou est-ce qu'il faudra changer régulièrement les cuves et donc avoir un surcoût ou en tout cas budgéter cela? Ça, c'est un sujet qu'on a travaillé vraiment à travers le temps. On a fait beaucoup d'études autour de tous ces sujets de corrosion. On sait que maintenant, on a une bonne vision sur le type de matériaux qu'on doit utiliser, en tout cas sur la façon dont notre procédé peut être altéré, en tout cas par nos produits. Donc ça, c'est quelque chose maintenant qu'on maîtrise et sur lesquels on a beaucoup de données. Donc effectivement, on a déjà changé des choses et au fur et à mesure, on aura peut-être une adaptation. Mais là encore, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On a une vision de se dire notre CAPEX et le CAPEX additionnel qu'on doit pouvoir mettre à un moment donné doit venir amener une performance. Bonjour, alors peut-être une question. Pardon Nicolas. Une question sur le financement des prochaines usines, si vous avez des précisions à apporter sur ce sujet. Le jour où on sera prêt à lancer la prochaine usine, effectivement, le financement, on va essayer de façon d'optimiser. Si je reprends le parallèle avec la première usine, en essayant d'optimiser au maximum la part de subvention, la part de dette, elle nécessitera forcément une partie d'apport en fonds propres qui passera forcément à un moment par une augmentation de capital. Mais le but, effectivement, ça va être d'optimiser les effets de levier pour minimiser cette part de fonds propres. C'est là où aussi cette première usine est extrêmement précieuse et importante et la capacité d'aller chercher ce supplément de performance économique avec ce supplément de capacité de production a aussi pour objectif d'améliorer les performances économiques de cette première usine pour faciliter le levier de financement sur les prochaines basé sur une première usine qui génère plus de profitabilité. Et le but, ça sera d'optimiser au mieux entre subvention, dette et apport en fonds propres. Avec parfois, pour certaines usines, c'est la réflexion qu'on a par exemple pour la Thaïlande, un partenaire minoritaire qui peut d'ailleurs prendre une partie des fonds propres. Alors, nous arrivons malheureusement au terme de ce webinaire. Donc, s'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre, et malheureusement, on peut voir qu'il y en a. On y répondra par écrit. N'hésitez pas à nous le réadresser à l'adresse afiren@newcap.eu et le management y répondra. On termine quand même sur une dernière question sur l'actionnaire qui se demande si des visites de l'usine sont prévues. Est-ce que ce sera possible pour les actionnaires de visiter l'usine ou pas? On y travaille, on y réfléchit et puis voilà, on communiquera des dates ultérieurement si tout ça se matérialise, mais c'est l'idée c'est aussi de pouvoir montrer notre bel outil industriel. Eh bien, merci à l'équipe Afiren. Donc, nous mettons désormais un terme à ce webinaire que vous pourrez retrouver en replay. Dans l'intervalle, évidemment, ceux qui n'auraient pas pu avoir de réponse à leurs questions, n'hésitez pas à nous adresser par écrit à afiren@newcap.eu et on y répondra. Merci Nicolas, merci Caroline et merci Maxime. Et nous clôturons désormais ce webinaire. Merci Théo. Merci à vous, bonne soirée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.